Quatrième et nouvel épisode de ma saga bushienne, les perles de l'administration républicaine. J'espère que vous avez encore un peu d'estomac pour ce catalogue irraisonné des peintures de la vie à la Maison Blanche, mais je vous avertis, c'est loin d'être fini. Quand en mars 2003, après le succès de l'invasion de l'Irak, l'ordre s'effondre à Bagdad et que les musées sont pillés et dévastés sous l'œil un peu indifférent des forces armées américaines, le ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, déclara à un fonctionnaire républicain qui s'en plaignait « Bof, ce genre de truc arrive ». L'autre lui répliqua « Comment pouvez-vous dire ce genre de choses ?» Et Rums de répondre « C'est ce que font les hommes libres ». Indigné au plus haut point, le fonctionnaire ajouta « Des hommes libres » voulait dire des barbares. Et il conclut à l'adresse de Rumsfeld « Ne réalisez-vous donc pas que les gens en Irak vont penser que les USA n'apportent que chaos et destruction au lieu de démocratie et liberté ?» L'autre haussa les épaules. Quand il prit les commandes de la situation militaire en Irak, après la guerre, le général J. Garner comptait conserver 250 000 hommes de l'ex-armée de Saddam Hussein pour maintenir l'ordre dans le pays. Tout le monde sur ce point était d'accord. Même Rumsfeld, même Wolfowitz, même Cheney, Rice et George Tenet. Soudain, un beau jour, il ne peut plus question de garder les hommes sous les drapeaux. Bush avait vu les choses différemment, et on connaît la suite pour l'ordre et la sécurité en Irak. Pour David Kay, qui fut l'inspecteur en Irak des soi-disant armes de destruction massive, une des forces de Bush, il n'en a pas beaucoup, est son incroyable calme et sa certitude au sujet des positions qu'il prend. Il est, dit-il, totalement dénué du moindre doute à leur sujet. On s'en était aperçu, mais cela va mieux en le disant. Lee Hamilton, qui fut vice-président de la commission d'enquête sur 9/11, rapporte que le FBI à Minneapolis savait, avant 9/11, qu'une bande de musulmans, de gens du Proche-Orient, suivait des cours de pilotage sur Boeing et s'intéressait bien plus au pilotage proprement dit qu'au décollage et à l'atterrissage, qui sont les deux manœuvres les plus difficiles. Curieusement, il n'est venu à l'idée de personne d'en parler au FBI à l'échelon central, ou encore moins à la CIA. Josh Fisher, qui était ministre allemand des Affaires étrangères, rapporte qu'en 2005, il eut un entretien avec un représentant du gouvernement saoudien à Riyad. Le gars le prit un peu par la manche et lui dit « Monsieur Fisher, quand le président américain veut visiter l'Irak, il doit faire cela dans le plus grand secret, de nuit, et entrer par une porte dérobée. Mais quand le président iranien visite l'Irak, il l'annonce 3 semaines auparavant, arrive en plein jour et descend l'avenue principale de Bagdad sous les acclamations. Alors, monsieur Fisher, dites-moi maintenant, qui est le vrai patron en Irak ?» Et Fisher, évidemment, n'a pas su quoi répondre. Pour Matthew Dowd, qui fut conseiller stratégique en chef de la campagne de 2004, le point de rupture entre Bush et l'opinion publique, c'est Katrina, l'ouragan Katrina, en août 2005. Le lien, dit-il, fut alors irrémédiablement brisé et rien ne put le réparer. En décembre 2006, Bush tient une conférence de presse pour commenter l'année à venir. Il admet qu'elle va être difficile et qu'elle impliquera des choix difficiles et des sacrifices supplémentaires. Avant de quitter la salle de presse, il ajoute « Je vous encourage tous à aller faire un peu plus de shopping ». Anthony Cordesman, analyste pour la sécurité nationale, admet aujourd'hui qu'au total, on avait un président qui ne comprit qu'en 2006 l'étendue des difficultés et des problèmes en Irak et qu'en 2008, celle des difficultés l'attendant en Afghanistan. Bon, je vous laisse un peu respirer avant le dernier shot d'adrénaline anti-Bush. À plus tard.